Bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite conférence webinaire sur la culture projet et la culture produit et surtout justement comment est-ce que et pourquoi on voudrait passer de l'un à l'autre avec une transition assez naturelle. Donc pour commencer, je me présente, je m'appelle Kim Dong. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur moi? C'est que cette photo est beaucoup trop grosse et c'est une des meilleures qui existent de moi. Donc je suis product owner, sinon je fais aussi de l'animation d'équipe Scrum et de la gestion de projet. Je suis pas très intéressant, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, je voudrais quand même remercier Soad qui me permet de prendre la parole aujourd'hui. Vous avez eu la présentation de l'entreprise. Sinon, vous allez dans la keynote, on fait des choses super sympas justement sur le thème de la culture produit. Donc pour commencer, peut-être un petit peu de définition des termes, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'un projet? Alors un projet, c'est une entreprise temporaire menée dans le but de créer un produit ou un service ou un résultat unique. C'est la définition du PMI, le Project Management Institute, qui est un organisme qui fait un petit peu référence sur tout ce qui est justement gestion de projet. On en reparlera un tout petit peu plus tard, voilà, mais très connu pour la certification PMP entre autres. Du coup, en posant cette définition-là, moi je m'étais posé la question de savoir, est-ce qu'on saurait dire quel est le premier projet recensé dans l'histoire? Alors, on peut penser, bien sûr, à tout ce qui va être, conquête de l'Ouest avec les chemins de fer. On peut imaginer, le travail incroyable qu'il faut pour manager des gens justement et faire que, les équipes puissent collaborer et travailler ensemble. Mais on peut remonter dans le temps comme ça. C'est un exercice assez intéressant. La construction de cathédrales aussi, c'est bien, on va dire une organisation temporaire pour un résultat unique. Et puis on peut remonter dans le temps comme ça et la personne qui m'a aidé aussi à faire, les slides a dit: «Beh, finalement, est-ce que la chasse aux mammouths, c'est pas le premier projet de l'humanité?» C'est en tout cas, ça correspond, ça tique toutes les boîtes de la définition d'un projet. Tout ça pour dire derrière quoi? C'est que le projet, c'est quelque chose qu'on a toujours fait au point de vue, on va dire, espèce humaine, en tout cas depuis très longtemps, avant même de mettre un nom dessus et c'est ça qui est assez intéressant. C'est que l'activité, avant même de pouvoir pointer du doigt et savoir qu'elle existe, on la faisait. Donc avant 1900, c'est gérer un projet ou faire un projet, c'était une tâche qui finalement était vue comme une activité, indissociée, du domaine fonctionnel. C'est comme si vous imaginiez quelqu'un qui cultive des carottes et qui se dit: «Bah, pour moi, pour cultiver les carottes, ça m'aide d'imaginer, des mots pour les compter. Un, 2, voilà. Mais ça reste, finalement, un outil à disposition de nos domaines fonctionnels. Et parallèlement à ça, il y a une autre personne qui fait des choux, qui dit: «Bah, moi aussi, j'ai eu besoin, d'inventer des mots et puis je vais pas inventer un, deux, je vais mettre one, two, 2 termes différents». Donc il y a pas de notion, on va dire, de l'existence d'une matière dédiée, et transverse. C'est quelque chose qui va finalement apparaître plus aux alentours de 1910 avec la reconnaissance, aujourd'hui de 2 figures assez, maîtresses pour l'organisation du travail et l'avènement de la culture projet, qui vont être Taylor et Fayol, très connus pour la publication chacun d'un livre. Alors Fayol, il me semble, c'est un peu plus tard, aux alentours de 1916, où en fait, ils vont faire des retours d'expérience sur comment est-ce qu'ils ont organisé le travail dans leur usine respective et vont le diffuser à leur cercle proche. Et c'est ça qui va permettre, d'abord à un niveau local, mais après beaucoup plus rapidement, on va dire la prise de conscience que la gestion de projet et l'organisation du travail humain, c'est une discipline à part entière, assez pure et qui peut transcender justement, les expériences locales de tout un chacun. C'est comme si par rapport à l'image que je vous ai mise, de compter les choux et les carottes, on prenait conscience de l'existence d'une quantité pure, c'est-à-dire l'existence des chiffres. Voilà. Et enfin, encore un peu plus tard, aux alentours de 1950, la gestion de projet, ça devient une véritable culture managériale. Ça n'est pas juste un outil, ça commence vraiment à émerger en point de vue d'une culture. Donc, je vais revenir un petit peu plus longuement là-dessus. Mais pour l'image, voir la différence, c'est comme si on passait finalement de la prise de conscience des chiffres vraiment à la numérologie. Alors, je force le trait, bien sûr, mais vous pouvez voir un petit peu le gap de profondeur qu'il y a entre les deux. D'accord? Alors, c'est quoi les manifestations du fait que la gestion de projet, ça devienne vraiment une culture? Comme je l'ai dit déjà, il y a une transcendance sectorielle, c'est-à-dire que, heu, potentiellement, on ne va pas forcément se décrire comme, un bâtisseur, comme un industriel du chemin de fer,
on va dire qu'on est un chef de projet et on peut gérer un projet, que ce soit effectivement de la confection de vêtements, de l'agroalimentaire, monter une usine, qu'importe. Il y a une transcendance sectorielle. C'est accompagné, pour porter ces espèces de bonnes paroles, par des institutions, le PMI, par exemple, Project Management Institute en est un, qui va justement standardiser, normer et diffuser des pratiques. Voilà. Ce qui va donner lieu à l'émergence d'un socle de connaissances et aussi de croyances communes. Alors, on va connaître des projets emblématiques, comme par exemple le projet Manhattan ou alors les missions Apollo de conquête spatiale de la NASA. C'est des choses que tous les gens qui font, on va dire, de la gestion de projet, ben, se font fort de connaître. C'est un socle vraiment qui va identifier une population, celle des chefs de projet. Il y a un vocable aussi, et bien sûr, on va dire, on va se retrouver autour de pratiques communes, le Work Breakdown Structure, des outils tels que le diagramme de Gantt et le pilotage des projets par exemple, la gestion du chemin critique. C'est des choses qui ont été, on va dire, petit à petit élues comme étant les meilleures pratiques de la gestion de projet. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant peut-être pour la suite, pour moi, c'est ça qui dicte pourquoi est-ce que vous pourriez être tenté de dépasser cette culture projet pour aller vers autre chose, c'est que historiquement, la culture projet, c'est quand même basé sur une représentation de l'entreprise et du travail qui est un peu particulière. Pour l'illustrer, je vous propose cette citation de Frédéric Taylor qui dit que le travail est principalement constitué de tâches simples et pas particulièrement intéressantes, et la seule façon d'obtenir des gens qui les exécutent est donc de les insister correctement et de les surveiller attentivement. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez de cette citation, c'est qu'elle illustre un des postulats de base qui était propre aussi à une époque et à un contexte, c'est qu'on est dans une problématique du coup d'exécution. C'est-à-dire que on sait qu'on a une vision, on sait où on veut aller, et en fait, la promesse, entre guillemets, du bonheur, c'est juste de savoir comment est-ce qu'on va le faire et de la manière la plus efficiente possible. Et c'est dans cette optique-là qu'historiquement, la gestion de projet et la culture projet a émergé. D'accord? Alors, bien sûr, la culture, on en a parlé, je me permets une autre définition, je ne vais pas forcément vous la lire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un ensemble de caractéristiques, d'accord, donc matériel ou idéologique, qui permet de différencier un groupe d'un autre. Voilà, donc la caractéristique, hein, par définition, c'est un petit peu objectif, c'est-à-dire que si on les a, on fait partie du groupe, si on ne les a pas, on ne fait pas partie de ce groupe-là. Donc je fais partie du groupe des chefs de projet, si je suis certifié, ou alors si jamais justement j'ai lu un certain nombre d'ouvrages qui fait référence aussi, et qui fait que ça fait date ou ça fait foi dans le groupe des chefs de projet. Voilà, donc tout ça, ça participe à la culture, c'est aussi un style vestimentaire, etc., etc. Et ça permet aux gens de se reconnaître entre eux, la culture. Ok. Et pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important parce que c'est un phénomène assez puissant dans justement potentiellement la conduite du changement. Donc vous sortez peut-être de la keynote de Greg. Voilà, donc ce que vous voyez à gauche, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, c'est la pyramide de Diels. La pyramide de Diels, c'est une modélisation issue d'un domaine qui s'appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. Je ne vais pas faire un cours dessus, j'en serais bien incapable, et ce n'est pas le sujet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est une décomposition en 6 étages de différents niveaux logiques chez un individu. D'accord? Et on va partir au niveau de la base de la chose la plus concrète, j'ai envie de dire, pour ensuite remonter vers des notions plus subtiles, mais ancrées de manière beaucoup plus profonde. Donc la toute première strate de la pyramide, si je commence par la base, c'est tout simplement de manière très pragmatique, moi qui me demande où est-ce que je suis, à quelle époque je vis et avec qui je suis. Voilà. Et au fur et à mesure que je vais monter, eh ben, en fait, il y aura quelque chose qui va me définir au point de vue de mon essence et qui va, du coup, comme ça me définit, être très très dur à changer. Et la pyramide de Dilt, ce qu'elle se dit, c'est que si vous avez un souci à un niveau, eh ben, en fait, pour l'adresser, pour le résoudre, pour changer, il va falloir agir sur le niveau du dessus. Donc, si jamais je vous prends un exemple
je ne sais pas moi, d'un de vos collègues ou d'un de vos employés qui a un problème de comportement, il fait, je ne sais pas moi, du rapprochement de liste à la main, et vous dites, mais je ne comprends pas, il y a des outils pour faire ça. Ça ne va pas de lui dire, arrête de faire ça à la main et utilise un outil. Potentiellement, en fait, il a un problème au-dessus. Il a un problème de capacité parce que peut-être qu'il lui manque une formation. Donc, en fait, si vous lui apportez cette connaissance, regarde, est-ce que tu connais cet outil-là? D'accord? Bah, de lui-même, j'ai envie de dire d'une manière assez naturelle et humaine, qu'on peut appeler aussi la fainéantise ou la loi du moindre effort, normalement, il devrait se dire, bah, OK, à la place de faire une manipulation manuelle, je vais utiliser cet outil que maintenant je connais, que j'ai assimilé, et je vais changer mon comportement grâce à l'addition qui m'a été apportée sur l'étage du dessus. Et donc, du coup, la culture, elle se situe, on va dire, sur le tiers d'en haut. Voilà. Euh, et à noter aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pourrait le transposer ça à une personne morale, c'est-à-dire à une entreprise. Un écosystème très complexe, mais fondamentalement, voilà, une entreprise, elle a aussi une vision, une ambition. Dans quel but elle existe? Voilà. Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle représente, et du coup, c'est quoi les valeurs qui l'animent. Et tout ça, ça forme sa culture, et du coup, agir là-dessus, ça permet un petit peu en cascade, justement, d'adresser des problématiques plus pragmatiques en dessous. Donc, une petite illustration de Howard Schultz, qui est le CEO de Starbucks, qui dit que les compagnies qui perdurent sont celles qui sont authentiques. Voilà. Authentiques dans le sens où, justement, elles ont une unité de partage entre chacun de ces composantes très hautement placée sur ces étages-là, et ça leur permet justement aussi d'envisager des modifications de son environnement de manière assez simple, parce qu'en fait, on va garder potentiellement ce qu'on a acquis là-haut, on va juste légèrement le modifier, et ça va entraîner en cascade des impacts assez drastiques et dramatiques sur les étages d'en dessous. Donc, si je reviens à cette culture du projet, qui est quand même la culture encore aujourd'hui dominante, qui a gagné beaucoup comment dire, beaucoup d'expertise aussi, qui a eu le temps on va dire, de tester différents chemins. Aujourd'hui, communément, on a cette vision-là du projet. D'accord? Il y a une idée, voilà, qu'on va ensuite spécifier. Il va y avoir une équipe de réalisation ou de développement qui va tout simplement exécuter et donner lieu, donner vie au produit concret, qui ensuite va être tout simplement distribué sur le marché. Alors quand je dis équipe de développement, c'est potentiellement au sens Scrum, hein, c'est-à-dire une équipe qui gère et organise des tâches complexes de réalisation. Ce n'est pas forcément du code. Vu la population, c'est beaucoup du code, mais ça s'applique aussi, bien sûr, à d'autres domaines. Le projet n'est pas spécifique au domaine informatique. Et vous pouvez bien voir là une organisation, on va dire, en forme de pipe un petit peu, souvent unidirectionnelle, et qui répond donc aux critères de l'organisation temporaire avec un but unique. Et avec le temps, justement, s'est imposé trois indicateurs à suivre pour les projets que vous connaissez bien sûr, qui vont être le respect finalement de trois contraintes, celui du périmètre, du scope, est-ce qu'on a respecté, est-ce qu'on a bien fait ce qui avait été prévu à cette étape-là, le calendrier, est-ce qu'il a été respecté, c'est-à-dire que on a mis en place un échéancier et on sait à quelle date on doit sortir le produit, est-ce qu'on l'a tenu, et est-ce qu'on a tenu le budget. OK? Donc, la mesure du succès sur le projet, elle est quand même assez simple. C'est aussi la beauté de la chose. Alors, elle est peut-être compliquée après derrière, on va dire, à faire respecter, mais pour regarder, donner un statut, c'est quand même assez facile. On regarde si on a tenu la date, le budget et le périmètre. Si jamais c'est le cas, en théorie, l'équipe projet, on doit lui dire bravo, félicitations. Et ça explique peut-être aussi, on va dire, une grosse partie du succès, c'est que finalement, on a juste des indicateurs qui permettent d'échanger très très vite sur l'état de santé, on va dire, d'une entreprise humaine, d'un ensemble de travail qui peut être complexe. Si vous pensez au chemin de fer, par exemple,
c'est quelque chose qui a pu faire intervenir des milliers de personnes et finalement on se retrouve avec 3 choses à regarder. C'est quand même diablement efficace et ça a gagné beaucoup en popularité. Donc ça, c'est la première partie pour vous expliquer un petit peu la genèse telle qu'on peut la retracer un petit peu dans la littérature de la culture projet et où est-ce qu'elle nous a amené, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Est-ce que déjà il y a une première série de questions par rapport à ce que j'ai pu dire? Eh bien non, Kim, tu es extrêmement clair. Donc pour le moment, il n'y a pas de questions, hein. Je vous le rappelle, hein, n'hésitez pas au fil de l'eau. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et je les transmettrai à Kim donc, régulièrement pendant la présentation. Donc tu peux reprendre, je t'en prie. Merci beaucoup. Alors, du coup, on pourrait penser que le projet, c'est super. Effectivement, adoptons tous une culture projet. Donc, celui où l'entreprise va faire vraiment juste attention à s'attacher à réussir les projets, c'est-à-dire que chacun des projets lancés respecte le périmètre, le coût et les délais. Par contre, je voudrais inviter une petite réflexion. Voilà, donc ça, c'est tiré de mon expérience personnelle. J'ai développé une plateforme de vente de produits financiers fut un temps. Et j'étais responsable du projet de rajouter un nouveau produit qui n'était pas géré par la plateforme, qu'on appelle le VARSwap. Alors, mon but n'est pas de faire de vous des spécialistes de la finance. Ce qu'il faut retenir, c'est que le VARSwap, donc pour variance, a un profil de gain qui dépend du carré de la volatilité de l'action sur laquelle elle est basée. C'est-à-dire que si jamais je prends un VARSwap sur Apple, ça fait comme ça, et ben, le profil de gain, effectivement, la volatilité est très haute, le profil de gain potentiellement est assez explosif. Donc, ce produit, il était très très populaire, d'accord. Et puis, quand on l'a livré, on a passé les tests avec des utilisateurs de la salle des marchés. On était conforme au cahier des charges, d'accord. On a tenu le coup parce que tout simplement, on avait une équipe avec un certain nombre de personnes, on était staffé, pas de surprise, pas de problème. Et du coup aussi, on a tenu les délais, pas de souci de ce niveau-là. Du coup, on a livré comme prévu. Quand ça? Eh bien, en octobre 2008. Alors, est-ce que cette date résonne un peu chez certains? Si jamais ils boursicotent ou si jamais vous avez lu un petit peu les journaux, ça commence à dater, mais je vous mets une coupure de presse à peu près de la même époque. Là, on est en novembre sur le monde. Donc, chute, envolée, rechute. Les bourses connaissent une volatilité démesurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le VAR-swap, on va dire, il dépendait du carré de la volatilité, il était complètement imprévisible et ces produits, on n'en a pas vendu un seul. Un autre petit exemple, voilà, aussi, ce coup-ci, ça se passe à Hollywood. Si je vous parle d'un film, on va dire, d'une durée de plus de 3 heures, voilà, le réalisateur n'a pas réussi à le contenir, on va dire, dans un délai de plus de 3 heures. Ce n'était pas ce qui était prévu à la base, hein. Donc le périmètre, on va dire qu'il n'est pas tenu. Le budget, il a coûté le double. On parle de 300 millions de dollars. Et il est arrivé en retard au box-office de 6 mois. Et accessoirement aussi, c'est intéressant, on parle d'un film hollywoodien, le héros meurt à la fin. L'instant Julien Lepers, est-ce que vous voyez de quel film je veux parler? Je vous parle du Titanic. Donc, pour information, il paraît que James Cameron avait un rasoir à côté de lui, tellement c'était chaotique, avec plein de doutes, etc. Mais in fine, ce que titre le journal, c'est ça, c'est 5 ans de préparation, 7 mois de tournage, 5 mois de post-production, 300 millions de budget englouti. Voilà. Mais James Cameron, apparemment, a eu raison. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça a été un carton au box-office et son budget, bien sûr, il a été complètement remboursé. Donc, que montrent finalement ces exemples-là? Eh ben, c'est que le succès d'un projet, c'est pas équivalent à celui de son livrable. D'accord? Si jamais je vous montre un petit peu les différentes configurations, voilà, je peux tout à fait avoir un projet A qui tient son triangle de fer, donc scope, coût et délai. Voilà, et à la fin, tout le monde est content. Les utilisateurs, le commanditaire et du coup l'équipe de réalisation aussi. Allez, félicitations de tout le monde sera couvert d'or, c'est super.
Et c'est ça qu'on veut. Normalement, c'est ça la promesse, on va dire, de la culture projet, quelque part. C'est-à-dire, tu tiens ça et a priori, tu devrais avoir ça. Voilà, le produit, il est un succès et le projet est un succès et tout le monde est content. Par contre, sur le cas des VAR swap, justement, vous avez un exemple où le triangle, il est tenu. Alors, à la fin, je ne vais pas vous mentir, le produit qui est sorti n'était pas un succès. Pour la forme, c'était difficile de nous dire quelque chose à nous, équipe de réalisation, mais à la fin de l'année, on n'a pas forcément eu toute la récompense à laquelle on aurait pu s'attendre. Et on trouvait ça normal. Et enfin, il y a le projet C, qui représente finalement le film du Titanic, où on a explosé complètement le triangle de fer. Le projet est un échec. Par contre, à la fin, tout le monde est content, on se dit que les décisions, eh ben, elles étaient bonnes à prendre. OK. Donc, pour information, ce petit schéma est tiré du blog de Henrik Kniberg, qui est l'auteur de Scrum from the Trenches, par exemple, ou l'excellente vidéo PO in a nutshell. Alors, du coup, c'est intéressant de se dire comment est-ce que, et est-ce qu'on peut, on va dire, prévoir le moment où il y a un alignement, une correspondance entre la réussite d'un projet et celle d'un produit, et du coup, par définition aussi, à contrario, en contraposé, les moments où bah, c'est un peu moins, on va dire, évident, la corrélation entre les deux. Alors, cette matrice-là, je l'aime beaucoup. C'est finalement une classification des connaissances que vous pouvez avoir par rapport à une problématique, par rapport à une situation. D'accord. Et du coup, vous avez ce que vous savez que vous savez. Voilà, ça, c'est les faits. OK. Ce que vous savez que vous ne savez pas, et donc vous en savez quand même suffisamment pour pouvoir chercher à compléter votre connaissance en posant des questions. Vous avez ce que vous ignorez que vous savez. C'est ce qui s'appellerait une intuition. L'exemple qui me vient le plus rapidement, c'est quand je suis dans la rue avec ma femme et qu'elle me demande est-ce que cette fille, elle... Non. Voilà. Je n'ai pas besoin de tout connaître la question. L'intuition me fait dire qu'il faut répondre non à cette question. Et enfin, il y a la partie discovery, c'est-à-dire ce que je ne sais pas, que je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est tellement mouvant, ou alors je suis tellement sorti de l'œuf sur le domaine, que je ne sais pas potentiellement ce que je vais affronter. Je ne peux pas me préparer. Voilà. Et en fonction justement de votre situation et du gradient d'occurrence des connaissances que vous pouvez ranger dans une de ces 4 cases, eh ben, vous avez aussi un petit pendant sur une classification de la situation, qui est à droite, du coup, pour ceux qui l'auraient reconnu, le framework Cinefin. Alors, j'ai appris récemment qu'en fait, c'était du gallois et que ça se prononçait Kenevin, mais à des fins de pouvoir être compris par tout le monde, je continuerai à l'appeler Cinefin. Et Cinefin, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que bah, justement, si jamais en haut, il y a beaucoup de faits et de questions, on se situe dans le domaine évident et compréhensible, c'est-à-dire qu'on peut se préparer. Voilà. Et sinon, dans le cas inverse, on va être dans les domaines complexes et chaotiques. Et moi, mon interprétation que je vous propose, c'est de vous dire justement les projets, si je vous ramène, on va dire, au tout début de la vision pour laquelle ça a été inventé, cette culture et ce suivi de projet, c'était dans une démarche où la problématique, la difficulté, elle était dans l'exécution. C'est-à-dire qu'on était dans des cas où c'était évident ou, au pire, compréhensible. On était capable de se préparer avant, de baliser le chemin, de le prédéterminer, et ensuite, du coup, logiquement, lors du projet, on n'avait plus besoin qu'à vérifier que on gardait le tempo quand on marchait dessus. Voilà. Et à terme, du coup, on allait arriver au bout, et forcément, il n'y avait pas de surprise en cours de route. OK? Alors, par contre, du coup, comment mieux garantir le succès d'une entreprise? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour gérer les cas qui sont ici? Parce que, oui, je vous le rappelle, in fine, remettons les choses en perspective, ça ne nous intéresse pas, du coup, de savoir si les projets sont réussis en tant que tels, de manière sous-jacente, et peut-être ce qu'on a perdu de vue, c'est ce qu'on veut, c'est garantir le succès d'une entreprise. Comme le dirait un journaliste du Groland, un peu détourné, l'entreprise, c'est nous qui la vivons, mais c'est nous qui en vivons aussi.
Voilà. Donc, c'est quand même elle qui fait l'objet de toutes nos attentions. Et alors, comment est-ce que on peut mieux garantir le succès d'une entreprise qui évoluerait dans un contexte, on va dire, complexe ou chaotique au sens cinéphine, ce qui, en plus, pour des raisons, on va dire, sociétales, s'avère être quand même de plus en plus le cas. D'accord? Vous avez vu aussi la keynote de Greg qui vous explique que potentiellement, vous pouvez être amené à devoir vous adapter au changement parce que la concurrence vous y pousse. Tous les jours aujourd'hui, on entend que ça s'accélère et que justement, il y a des sociétés disruptives qui viennent perturber complètement un marché et qui demandent de remettre à plat tout ce qu'on pouvait connaître. Avant, on savait exactement ce qu'on faisait et hop, il y a quelque chose qui arrive comme un chien dans un jeu de quilles et qu'il faut qu'on mette tout à plat. Voilà. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est tout simplement, il faut faire comme en physique. Voilà. En physique, il y a des modèles qui existent et leur seul but est de pouvoir justement prédire un petit peu ce qui va se passer dans le vrai monde. L'approche de la culture projet, il ne s'agit pas de la dénigrer, elle était très bien et elle est toujours très bien dans un certain contexte. C'est comme l'optique géométrique, elle était relativement simple, elle a été testée avec le temps et en fait, elle te dit potentiellement, si ton projet est un succès, ton entreprise sera un succès. Mais je viens de vous montrer que ça ne marche pas toujours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter un petit peu notre niveau d'abstraction et on va proposer l'équivalent, voyez-le un petit peu comme ça, du modèle de l'optique ondulatoire, voilà, qui permet de couvrir quand même certaines situations à laquelle l'optique géométrique, justement, était un petit peu manquante ou manquait de pertinence en tout cas. Alors pour ceux qui ne veulent pas forcément de physique, et étant des années 80, je devais mettre ce genre de référence. C'est un peu comme si vous aviez à la base le personnage de gauche, ok? Et aujourd'hui, dans certains cas, en tout cas, de plus en plus, on va peut-être avoir besoin de passer au personnage de droite. C'est la même chose, entre guillemets, avec un peu plus d'abstraction, un peu sous stéroïde. Est-ce que vous avez des questions sur ce moment de bascule, cette transition et peut-être on va dire, ce blind spot de la culture projet? Alors, pas de questions. Juste, alors ta référence des années 80 a été appréciée. Et Grégoire qui souligne effectivement que c'est le contexte qui est la clé de tout. Voilà. Euh, et alors, si, pardon, une question qui vient d'arriver de Samy. Est-ce qu'il y a nécessité de rester sur la première version dans certains cas? Alors, il n'y a pas forcément de nécessité, effectivement, euh, parce que quelque part, qui peut le plus, peut le moins. À mon sens, tout dépend effectivement de l'entreprise. Si jamais elle est à l'aise, on va dire, avec le projet pour quelque chose qui reste dans le cœur de métier très connu, etc., j'en vois pas la nécessité. Par contre, il faut peut-être noter quelque chose qui est intéressant. C'est que potentiellement, justement, pour apporter cette transformation, vous l'avez vu encore une fois dans la keynote de Greg, quand vous allez apporter un changement, vous allez avoir une perte d'efficience. Parce que tout simplement, vous avez perturbé le système et du coup, il ne saura pas forcément très bien comment réagir. Le faire justement sur un domaine que vous maîtrisez, ça peut être intéressant justement pour introduire une nouvelle façon de faire, que je vais détailler par la suite, qui est une approche plus produit avec des itérations, vous l'aurez sans doute deviné. Voilà. Et ça peut être intéressant surtout parce que comme on est sur un domaine sur lequel, avec l'expérience, on saurait ce qu'aurait donné le projet, voilà, euh, on ne va pas apprendre grand-chose à le faire en projet. Voilà. Faisons-le, on va dire, avec une approche un peu plus produit, et on pourra justement aussi peut-être tirer certaines conclusions par rapport au chemin qu'il nous reste à faire, par rapport aux gains. Parce que des gains, vous allez forcément en avoir, euh, même si vous pensez très bien connaître votre sujet, il y a de fortes chances que vous allez découvrir quand même des choses. Je pense, tiré de mon expérience personnelle, beaucoup au fait qu'en projet, généralement, on est un peu loin de l'utilisateur. Donc, on va peut-être lui donner quelque chose qui lui permet de faire ce qu'il voulait, mais qui n'est pas forcément la chose la plus adaptée. Voilà. Est-ce qu'on va lui filer, j'en sais rien, moi, une fourchette, là où lui, il voulait, par exemple, une bêche? C'est à peu près la même forme, avec beaucoup de bonne volonté, on peut faire la même chose avec les deux, mais bon, c'est quand même pas la même ergonomie. Voilà. Donc, il y a quand même un gain. C'est pas obligatoire, mais je pense qu'il y a quand même un gain. Est-ce que j'ai répondu à la question?
Oui, pardon, excuse-moi, j'avais un petit souci de micro. Désolé. Donc, oui, je disais juste que Samy te remerciait et il y a juste une autre petite question. D'accord. Est-ce que construire une maison peut se faire peut se faire en démarche produit ou est-ce que c'est nécessairement en mode projet? Alors, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un expert du bâtiment. Ce que je peux peut-être constater comme élément de réponse, pour le coup, je viens de faire des travaux, peut-être comme beaucoup de gens qui ont profité du Covid pour améliorer un petit peu leur cocon, ont pu le constater. Euh, il y a potentiellement, comment dire, une petite approche quand même itérative et produit sur certaines phases de construction, voilà, où on peut s'amuser peut-être un petit peu, ne serait-ce que, je sais pas, je peins un mur ou un bout de mur d'une certaine couleur et puis je regarde un petit peu ce que ça va raconter. C'est quand même très difficile, je pense, sur de la construction en brut. Aujourd'hui, c'est pas une culture, effectivement, au point de vue vraiment de la réalisation du bâtiment, de ce que j'ai pu constater, qui s'y prête beaucoup. Voilà. On peut le voir peut-être, mais pas dans la maison, peut-être plus sur de l'événementiel, où justement on peut organiser un petit peu l'espace, sur les bureaux justement, où on peut se permettre d'avoir cet effet où on regarde, on teste, on a des feedbacks, et puis on arrange en fonction de ce qui évolue. Sur la maison, c'est quand même plus compliqué pour des questions de coût. Alors, juste pour compléter, Grégoire vient de partager un article donc sur le chat où justement une approche projet, donc un petit peu plus à grande échelle dans le monde de l'immobilier, peut être voué totalement à l'échec. Donc on est un petit peu comme avec ton histoire de VARSWAP, parce que c'est aussi des grands projets immobiliers qui arrivent à échéance en période de crise et voir ce que ça peut donner. Donc n'hésitez pas, une fois la conférence finie, à aller jeter un coup d'œil à cet article. Je l'ai lu aussi, il est très intéressant. Je te laisse reprendre la main, Kim. Écoute, Et pardon, Cédric te remercie. merci. J'irai lire aussi cet article, je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Moi aussi. Donc merci pour l'échange. Euh, du coup, pour raccrocher un petit peu les wagons après la séance de questions, je disais, l'important, c'est l'entreprise, d'accord? Donc pour ça, toujours pareil, il faut quand même se baser sur une définition. Moi, j'ai choisi celle d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Josh Kaufman, qui a écrit The Personal MBA. C'est une mine d'enseignement. C'est comme une gigantesque table des matières sur tous les domaines d'une entreprise. Donc, si vous ne connaissez pas cette personne et ce livre, s'il vous plaît, allez le lire et potentiellement signalez-moi si vous l'avez lu. Je l'aime beaucoup. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'une entreprise, lui, c'est un processus répétable qui crée et livre quelque chose de valeur que d'autres personnes veulent ou dont ils ont besoin, donc la chose de valeur, on peut appeler ça un produit, hein, à un prix qu'ils sont prêts à payer et qui satisfait les besoins et attentes de l'utilisateur de façon à générer suffisamment de profit pour rendre l'opération intéressante pour ses propriétaires. Donc, autrement dit, si on accepte cette définition-là, eh bien, si jamais on se débrouille pour répondre favorablement à chacun de ces points, eh ben, on a une entreprise qui est plutôt en bonne santé et qui marche. Et vous voyez bien que dans cette définition-là, jamais il y a, ne serait-ce qu'évoquer la notion, on va dire, de projet. D'accord? Ça ne fait pas partie des caractéristiques. C'est un raccourci sémantique, le projet, dans la définition d'une entreprise telle que c'est là, ça n'existe pas. C'est peut-être sous-jacent dans certains cas, mais ça n'existe pas. Par contre, celle de produit, celle de client, d'accord, et celle, en fait, on va dire, de flux monétaire entrant, sortant ou de flux de valeur, ça, c'est cœur par rapport à l'entreprise. Voilà. Et c'est pour ça, peut-être, que ça explique le fait que la culture produit ben, colle plus au territoire que représente l'entreprise que celle, on va dire, de la culture projet. Et pourquoi est-ce qu'elle peut s'avérer plus pertinente plus souvent, dans plus de cas? Je vous propose une définition de la culture produit. Voilà. Pour moi, la culture produit, c'est la reconnaissance par une entreprise que la maximisation de l'impact de ses produits sur le marché doit être la finalité de tout ce qu'elle entreprend. OK? Du coup, toujours pareil, dans cette évolution où on part d'une culture projet et on va essayer de bouger vers une culture produit, eh ben, en fait, vous pouvez voir que les trois KPI, donc Key Performance Indicator qu'on regardait sur les projets, qui étaient le calendrier, le respect de la date, on va dire, de publication, de livraison, le respect du coût, c'est-à-dire les sous qu'on aura engagés ou les moyens qu'on aura engagés au sens large, et le respect de ce qui était prévu, d'accord? Eh ben, ça peut
comment dire, basculer un peu en mode Super Saiyan, où dans les sens, ça va représenter la même chose, d'accord, mais dans un contexte au sens cinéphile, complexe et chaotique. Ok, je m'explique. La tenue du calendrier, entre guillemets, pour le projet, elle n'est pas forcément très importante. C'est juste que dans un modèle simple, elle nous suffit pour garantir que on arrivera quand il faut sur le marché. Et donc dans les situation, on va dire, chaotique ou complexe, et ben, du coup, on ne peut pas juste avoir une date fixe. Ce n'est pas forcément si important. On va revenir à la définition du pourquoi c'était important de tenir la date, parce qu'en fait, on veut s'assurer que le marché est prêt pour ce qu'on a à livrer. Donc, c'est ça qu'on va regarder, c'est ça qu'on va considérer. On va regarder si on va livrer au bon moment. Et ça, c'est ce qui manquait sur la partie VAR-swap. On a livré à temps, mais ce n'était pas le bon moment. Au lieu de regarder simplement ce qu'on va dépenser, d'accord? Et ben en fait, on va regarder le retour sur investissement, c'est-à-dire le ratio entre les moyens qu'on aura investis et ce qu'on va en retirer au point de vue valeur, que ce soit de la valeur financière, de l'image de marque, de la réduction de risque, de l'économie de coûts, qu'importe, d'accord? Mais c'est ça qu'on va faire. Et ça part toujours du même axiome, c'est-à-dire que dans un contexte prédictible, si je sais combien je dépense, ça me suffit pour savoir que je vais être rentable. OK? Dans une situation comme, par exemple, le Titanic, euh, on pouvait supposer qu'il y avait une manne, un public à aller chercher, et que si le produit était très réussi, eh ben, on pourrait être rentable. On a dépensé beaucoup, beaucoup plus que ce qui était prévu, mais on a gagné aussi beaucoup plus que ce qui était prévu. Le retour sur investissement, il était bon. Et enfin, là où dans un contexte, encore une fois, euh, compréhensible ou évident, juste faire ce qu'il y a dans le petit carré, dans les spécifications, nous suffisait à garantir, on va dire, l'adéquation de notre produit avec ce qu'attendait l'utilisateur, parce que justement, c'est un besoin assez simple, assez primaire, qui est connu depuis longtemps. Voilà. Eh ben, il suffit de respecter ce qui est marqué et on sait que ça va plaire. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. On ne sait pas aujourd'hui ce qui va plaire aux gens et on ne sait pas non plus potentiellement comment est-ce que le goût des gens va être impacté par quelque chose. Donc là, en fait, au lieu de regarder la conformité par rapport à ce qui était prévu, eh ben, en fait, on va s'attacher à coller au mieux, on va dire, à la satisfaction utilisateur, aux besoins utilisateurs. Comment? Ben, typiquement, avec un système de notation régulier, on va essayer de vérifier que les gens sont contents et que ce qu'on leur propose répond bien à un de leurs besoins. Voilà. Donc ça, c'est le but, c'était, on va dire, les métriques. Il y a quelque chose qui est quand même assez important, qui est de dire maintenant comment est-ce qu'on fait. Voilà, les pratiques associées à une culture produit, c'est quelles sont les capacités qui permettent à une entreprise de tenir la culture produit. Donc j'ai posé cette question à mon cercle proche qui m'a répondu ça. On dit alors, on m'a parlé d'agilité. Principalement, je vais en retenir trois. Je ne vais pas trop développer parce que je pense que c'est des choses dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous côté SWAT. On est quand même un peu des experts de ça. Donc, on m'a parlé d'agilité, de craftsmanship, de DevOps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous voyez ici, finalement, ça va participer à une vision où on va passer d'un modèle un petit peu en cascade, en pipe, à ça. Où en fait, on va avoir une idée, on ne va même pas la spécifier intégralement, on va commencer à coder quelque chose, ok? On livre, on met ça dans les mains des utilisateurs, on monte ça au marché, et après, on regarde les feedbacks, et puis on réanalyse, et on continue, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Donc, pourquoi est-ce que ces mots-là sont tous pertinents? L'agilité, bien sûr, justement, on va dire, c'est avec, par exemple, le framework Scrum, la mise en place de l'empirisme, c'est-à-dire regarder vraiment ce qu'on a fait, ce que ça a comme impact sur le réel, et pas le prédire, mais le constater. Voilà, c'est important. La partie craftsmanship, bien sûr, elle est aussi critique parce que c'est, comme vous le savez, un mouvement qui permet, qui s'attache à avoir une grosse qualité interne du logiciel, d'accord, afin de pouvoir justement opérer des changements sans avoir un surcoût technique et une dette technique qu'on va se traîner. Donc, pour être souple et adaptable, c'est nécessaire. Et la partie DevOps, c'est tout le courant qui, en fait, tend à lier les tâches de développement avec celles de déploiement et d'administration. Et c'est ce qui permet justement d'aller rapidement au contact du marché en livrant régulièrement nos produits. Donc tout ça, ça participe très très bien à cette vision de la boucle. Et oui,
ce sont des pratiques associées à une culture produit. Je dirais même qu'elle est nécessaire. Aujourd'hui, elle est très connue. C'est pour ça que je ne m'attarde pas forcément dessus. D'accord? Par contre, moi, c'est ça le message un petit peu clé de cette présentation. C'est que, attention, on a parlé de culture, on n'a pas parlé d'un ensemble de pratiques. D'accord? Et il y a deux choses, on va dire, contre lesquelles je voulais vous mettre en garde par rapport aux slides d'avant et aux réponses qui m'ont été faites. Ok? C'est que la culture, déjà, on va dire, c'est un trait d'union transverse, c'est un axe de lecture de l'entreprise dans tous les sens, au niveau de l'individu, au niveau hiérarchique et au niveau des différents départements. Et en tant que telle, elle doit avoir une incidence sur les outils et pratiques de potentiellement toute l'entreprise. Le premier warning, justement, c'est que les pratiques, on va dire, qui ont été citées en haut, d'accord, si elles n'ont pas été intégrées, on ne va pas être agile, on va faire de l'agilité. Si jamais on les applique bêtement, sans garder en tête le but qui est la maximisation de l'impact, potentiellement, on va être contre-productif. On va faire quelque chose sans comprendre pourquoi, et finalement, on va ticker des box et sans challenger potentiellement l'apport. Ce qui a été très bien fait d'ailleurs par les questions qu'on m'a posées juste avant. Le deuxième warning, c'est que justement, curieusement, comme on parle de culture produit, les gens voient souvent des impacts, on va dire, sur les équipes qui réalisent le produit. Voilà. Mais la culture, ce que je vous ai mis à gauche là, c'est un chou romanesco, c'est le légume fractal, parce que pour moi, une culture, c'est un peu fractal, c'est partout, c'est dans tous les axes. Donc, une fractale, pour ceux qui ne savent pas, c'est que, en fait, si je prends ce petit bout de chou et que je zoome, eh ben, je vais voir qu'il est composé de bouts de chou qui ont la même forme, et puis on peut zoomer comme ça à l'infini, et on peut zoomer en arrière aussi à l'infini. Donc, adopter, on va dire, les outils et les pratiques qui ont été cités ci avant, c'est peut-être juste adresser le petit point qui est ici. L'adopter, le faire comprendre aux équipes de réalisation produit, c'est peut-être, on va dire, adresser ce bout de chou-là, d'accord? Mais il y a tous ceux qui sont autour. Voilà. Et il y a une grosse différence d'effet de levier en fonction du niveau sur lequel vous vous situez. Pour vous illustrer ça, je vous présente Michel, qui est responsable dans le département comptable de la compagnie. D'accord? Fictive, hein, la compagnie Acme. Il est imprégné de la vision de la compagnie, il connaît très bien les missions courantes et ses valeurs. Donc, le haut de la pyramide, on lui a expliqué, d'accord? C'est pas seulement décrété, il la vit. Et un jour, il se dit, mais attends, moi je suis employé, je dois maximiser l'impact de mon produit. Et ben, je ne vois pas le lien entre ce que je fais et l'impact des produits de la boîte. Je comprends pas. Et on devrait être capable, du coup, de me l'expliquer et je devrais être capable de le challenger, voire même d'arrêter ce que je fais. Voilà. Et après, il réfléchit, il se dit, ouais, moi, je suis manager aussi. J'ai un autre axe de lecture, je suis chef d'équipe. Donc, ce droit de lever la main et de demander à quoi ça sert ce que je fais, eh ben, je dois pouvoir l'accepter de la part de mes équipes. Donc, je dois changer ma façon d'être manager. Et enfin, je suis un manager, mais je suis un manager comptable aussi. Et ça veut dire que si quelqu'un lève la main et justement ailleurs dit bah, finalement ça, là, genre ce produit, ce projet, il est voué à l'échec ou ça sert à rien, on va l'arrêter. Et ben, en tant que comptable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais peut-être devoir gérer la réallocation dynamique de budget plutôt qu'annuelle. Donc s'il a bien compris les trois étages, il est capable de voir qu'est-ce que ça tire à travers tout ce qu'il représente pour l'entreprise. Je vous ai cité trois niveaux, il y en a sans doute d'autres. Hein. Peut-être qu'il fait partie d'Assos, il a peut-être une stratégie RSE, que sais-je, mais c'est ça la force de la culture par rapport à simplement celle des pratiques. OK? Donc, si jamais vous avez déjà la chance d'avoir des équipes IT qui sont transformées, donc posez-vous bien la question, est-ce qu'elles sont transformées dans le sens où elles ont compris vraiment le chemin et du coup l'adoption, que sais-je, de Scrum, de l'agilité, du DevOps, c'est une évidence pour elles maintenant, parce qu'elles comprennent pourquoi. Voilà. Là, elles sont transformées vraiment. Si jamais c'est juste les outils, ils sont formés, ils savent comment ça marche, mais ils ne savent pas très bien pourquoi c'est là, vous avez encore du boulot. Mais mettons, vos équipes IT sont transformées, c'est déjà super, hein. Bravo. C'est quoi la suite? Alors ça, c'est tiré de mon expérience personnelle. Je trouve que ce qui provoque les gros éléments de réflexion, c'est de dire justement, ben, l'épreuve suprême pour moi, c'est de se dire, posez-vous la question de est-ce que vos équipes sont prêtes au sacrifice ultime de dire on arrête. C'est elles qui sont au contact de l'information, c'est elles qui savent si jamais ce qu'elles font, ça a un sens, et est-ce qu'elles auront le courage et est-ce qu'elles auront la possibilité juste de débrancher elles-mêmes la prise sans que ça se passe par perte et fracas. Voilà.
Donc ça, pour information, moi j'ai eu un collègue qui a travaillé sur un projet qui avait pour but de faire un algorithme d'enchères sur les mots-clés de chez Google afin d'essayer d'être plus efficient que le bidding automatique de Google. Au bout de 6 mois, ou 8, je ne sais plus, le manager beaucoup plus haut, loin du projet, arrive et dit, bon, ça donne rien votre truc, c'est scandaleux, ça me coûte une fortune, je coupe. Je suis allé le voir, j'ai dit, mais fallait battre Google quand même, vous aviez un espoir. Et lui, il m'a dit, mais au bout d'un moment, on savait que c'était mort. Voilà. Et il n'a pas levé la main. Et je lui en veux pas, c'est pas une mauvaise personne. C'est juste que il n'y avait pas la bonne structure pour que les gens aient justement l'audace et le naturel de dire bah, pourquoi je me poserais même la question. Ça n'a pas de sens pour la boîte, et ben faut arrêter. Qu'est-ce que ça tire le fait de pouvoir faire ça? Ça veut dire qu'il faut déjà que le manager il arrive à accepter justement le fait de dire bah, on arrête, que ce soit pas vécu comme un échec. Voilà. Il faut qu'il accepte le challenge, il a peut-être ordonné ou commandé quelque chose, et il faut qu'il accepte le fait de dire bah, c'était une fausse route. Pour le collaborateur, par exemple, ça veut dire aussi, bah, à minima, si j'arrête ce que je fais, si moi-même je saborde la mission sur laquelle on m'a mis, bah, il faut que je puisse bouger ailleurs. Il faut qu'on trouve rapidement autre chose à faire sur une mobilité intra-entreprise. Donc là, il y a un département RH qui va être pris, on va dire, dans la suite et dans le process. Et enfin, il faut aussi voir les objectifs et récompenses. Je pense que vous avez tous l'idée potentiellement d'objectifs mis au début de l'année. Pendant 9 mois, on fait ce qui est pratique et ce qu'on pense être pertinent pour l'entreprise. Si déjà on est sur un niveau de réflexion, on fait ce qu'on pense être le mieux pour l'entreprise. Et les 3 derniers mois, on regarde la liste de ce qu'on devait faire et puis on fait le minimum pour pouvoir tout cocher. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année, c'est sur ça qu'on va être jugé. Voilà. Donc, revoir ces objectifs et récompenses, c'est sans doute quelque chose de nécessaire aussi. Et comme je l'ai dit pour les financiers, parce que ça, c'était vraiment un gros plafond de verre, c'est la gestion budgétaire. Ça ne sert à rien de continuer, on arrête là. Ouais, non, on dépense tout. Parce que sinon, l'année prochaine, le département, il aura moins d'argent. Ou alors, rend pas l'argent parce que de toute façon, ils ne savent pas quoi en faire. Voire même, les financiers vous disent, mais ça m'embête parce que ça me fait une ligne supplémentaire. On a le budget à l'année, donc il faut le dépenser. Voilà, donc regardez vraiment ce que ça signifierait chez vous de permettre à des gens de débrancher eux-mêmes leur prise. Je trouve que ça ouvre les yeux sur énormément d'implications. Et il n'y a que, on va dire, des bonnes hypothèses de travail qu'il faut aller expérimenter et chercher. Voilà. Quelques pistes de lecture. Beyond Budgeting, donc ça, c'est l'équivalent, allez, je vais le dire, de l'agilité, mais au niveau budgétaire. Okay. Il y a des grosses boîtes qui font ça. Par exemple, Danone a fait ça. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir débloquer du budget un peu comme une startup potentiellement. On vient et en fonction de l'étape où on est, eh ben, on va solliciter des appels de fonds, un petit peu comme des levées. Et ça permet en fait de casser le cycle complètement artificiel du budget annuel. Bien sûr, Management 3.0, justement, pour pouvoir avoir des nouvelles pratiques sur comment justement chercher et empowerer les gens. Je ne connais pas le terme en français équivalent à empower, désolé, pas responsabiliser, mais en tout cas leur donner les moyens, on va dire, de donner leur meilleur pour l'entreprise. Bien sûr, les motivations, ça peut être intéressant. Et surtout, Escaping the Bill Trap de Mélissa Perry, c'est un récit fictif d'une entreprise qui veut justement passer d'une démarche de culture projet vers une démarche de culture agile. Alors, un petit mot de la fin, très rapidement, sur la pyramide de Diels. Du coup, je voulais terminer peut-être sur un petit mot d'espoir pour vous encourager justement un petit peu au changement. Parce que ça peut faire très peur, il y a énormément de choses à faire. Dans quel sens on les prend, on ne sait pas, ça dépend de votre contexte. Ce qui est sûr, par contre, c'est que vous avez déjà, forcément au sens de l'entreprise, une identité et une culture. D'accord? Et la culture produit ou projet, même si elle est, on va dire, en haut de cette pyramide, ça n'est qu'un facteur de votre culture. Vous avez aussi une raison d'être. Voilà. Et ça ne changera pas si vous décidez de basculer d'une culture projet à une culture produit. Appuyez-vous toujours sur on reste Patagonia, notre but est toujours de sauver le monde en vendant des vêtements. Voilà. Avant, on pensait en surveillant ses KPI, en étant drivé par nos projets, ça suffisait. Aujourd'hui, on va se driver par des produits. Voilà. Donc, il y a quand même un socle fixe. Votre expertise, c'est comme le Super Saiyan versus le Sangoku normal, elle existe toujours. Vous pouvez toujours utiliser des projets, on va dire, quand c'est nécessaire pour accomplir une partie de vos réalisations,
ça ne choque pas. C'est juste qu'il faut garder en tête que c'est une approximation et qu'elle doit être finalement subordonnée à la vision produit, à l'impact que ça a sur le marché. Voilà. Et surtout, voilà, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous voulez être cette personne-là? Alors, je ne sais pas si vous savez très bien qui est cette personne. Du coup, juste, je vais être très clair. C'est un inconnu que j'ai trouvé sur le web. Et en fait, c'est juste qu'il joue de l'orgue de barbarie. Il joue très bien. Ok, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il maîtrise vraiment les 3 étages d'en dessous, ok, de l'approche produit. Et effectivement, bah, il peut tourner la manivelle et ça fait du son, c'est super sympa. Le seul problème, c'est que bah, lorsque ça change, il est un petit peu dans l'embarras. Ok, et c'est justement le but de l'approche produit, c'est de pouvoir être souple et s'adapter. Voilà. Ou est-ce que vous voulez tenter de maîtriser les étages hauts de la pyramide et à contrario, vous serez comme cette personne qui est Michel Petrucciani, pianiste virtuose très très connu pour ses improvisations de jazz. Donc, faites-vous confiance. Je pense qu'il y a aussi peut-être beaucoup d'énergie à aller chercher et d'enthousiasme de la part de vos équipes à proposer quelque chose de différent aussi. Et peut-être que les solutions viendront justement de vos équipes. Et ça, c'est assez intéressant. Et enfin, histoire de dédramatiser, effectivement, vu que c'est une approche itérative aussi, vous verrez si ça ne marche pas avant que ça vous soit fatal, c'est tout l'intérêt. Et ensuite, souvenez-vous justement de cette phrase de Henrik Knieberg qui termine son livre Scrum from the Trenches comme ça, que j'aime beaucoup, qui dit Remember, it's just a job, right? Je vous remercie pour votre écoute. On est à la fin de ce webinaire en ce qui me concerne. Eh bien, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.